l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Bah je chante, ça s'entend pas. Mais tu crois pas qu'il est temps de réviser? Mais justement, t'as rien compris, tout est lié. Tout est lié. Mais si, écoute bien, c'est l'histoire d'une trêve, c'est l'histoire d'un soleil, c'est l'histoire d'un amour, c'est l'histoire d'un beau jour, et aujourd'hui on parle d'histoire. Ah, mais t'es vraiment au taquet, ça me plaît beaucoup. Et oui, les petits génies, comme notre ami vient de nous le dire, au programme de nos révisions dans cette leçon, c'est histoire. Enfin, histoire et géographie. Je suis l'histoire. Je suis en 44 avant Jésus-Christ. Ah ben tu commences bien, justement, j'allais démarrer avec un outil temporel. La première chose que vous devez maîtriser, c'est ce que vos profs appellent utiliser les repères de temps, les représentations du temps. Ce qu'on va le plus souvent utiliser, ce sont les périodes conventionnelles et quelques faits marquants liés à ces périodes de temps qu'on représente le plus souvent sur des lignes du temps ou alors sur des calendriers. Ah, donc il faut savoir situer les périodes conventionnelles et les faits marquants sur cette ligne du temps. Exactement, ça, c'est la base. Vous voyez de quoi je veux parler, les petits génies? Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et période contemporaine. Bien joué, c'est exactement ça. Et justement, on va utiliser des faits marquants qui sont liés à ces différentes périodes conventionnelles. Par exemple, l'arrivée des Romains lors de l'Antiquité, les Vikings au Moyen-Âge, la découverte des Amériques au temps moderne ou encore les guerres mondiales lors de la période contemporaine. Allez, point suivant que nous devons voir, c'est lire une trace du passé. Ah oui, j'ai la rêve, il y a les traces du passé et les travaux postérieurs. T'as tout à fait raison. En clair, les traces du passé, ce sont des signes laissés par des gens qui ont vécu avant nous. Ça peut être un vieux bâtiment, un fossile, un outil ancien ou encore des dessins peints sur les murs d'une grotte. Tandis qu'un travail postérieur, c'est un travail réalisé bien après par un scientifique, un archéologue ou un historien pour comprendre une trace du passé. Ici, ça peut être une reconstitution, un plan ou encore un dessin. Mais pour le CEB, on vous demande d'aller encore plus loin. Vous devez être capable d'exploiter les sources historiques. L'idée, c'est d'identifier les différents types de traces du passé et de les rattacher à un mode de vie d'une époque bien précise. Je me prépare depuis 15 ans pour un voyage qui va changer ma vie. Une aventure extrême où je me nourrirai uniquement de vers de terre. Ça, c'est un petit peu dégoûtant. Bon, revenons-en à nos moutons, enfin, à nos traces du passé. Allez, voici un exemple type de trace du passé. Hops. Sur cette photo, on peut observer une locomotive à vapeur. Bon, au vu du type de document, de la date et du titre, cette photo, elle nous montre comment on pouvait se déplacer en 1835. T'aurais pas un autre exemple issu d'un CEB d'une année précédente? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Voici un exemple tout droit sorti du CEB de 2018. C'est une photo qui représente un monument qui nous donne des informations sur les victimes de la guerre 14-18. Mais ce document, il ne nous dit pas comment ces victimes ont été tuées. Ce genre de réflexion, c'est exactement ce que vous devez être capable de faire au CEB. Dire ce que le document nous montre et ce qu'il ne nous montre pas. Maintenant, pour ce qui est des savoirs à proprement parler, vous devez comprendre le mode de vie des gens à une époque bien précise. En fait, c'est savoir comment les gens se nourrissaient, se déplaçaient, se logeaient ou encore s'instruisaient à différentes époques de l'histoire. Oh, dans notre Belgique, nous fabriquons de bonnes patates pour faire les frietjes, hein. Frietjes que tu fais cuire dans la graisse du bœuf, on de coups, hein. Plus sérieusement, voici un exemple de tableau où on peut observer des paysannes en train de faucher le blé à la main. Bien sûr, c'était il y a très longtemps, ça faisait partie du mode de vie de l'époque. Évidemment, ces modes de vie, ils ont bien évolué. Par exemple, on ne s'habille plus comme au Moyen-Âge, évidemment. Et ça, comprendre que les modes de vie ont évolué, c'est aussi une compétence que vous devez mobiliser lors du CEB. Parlez pour votre propre personne, roturier. La basse-cour semble être votre logis de prédilection. Louis XIV. T'as une crotte de nez qui dépasse. Vous devez également être capable d'interpréter la nature d'une trace du passé. Hop, je vous prends quelques exemples. Ici à gauche, j'ai un document écrit. C'est un premier exemple de nature d'une trace du passé. Ici, j'ai un monument. Ça peut être aussi une sculpture ou encore une peinture.
Voilà donc pour l'histoire, on va pouvoir passer à la géographie. Et la première chose qu'on va devoir maîtriser, ce sont les cartes. Ah, trop bien, j'adore jouer à bataille. Mais non, pas les cartes pour jouer, moi je te parle de cartes de territoire. En fait, ce que vous devez être capable de faire, c'est de lire et d'utiliser des cartes d'Europe, du monde ou encore de Belgique. Vous devez aussi être capable de localiser et placer des lieux et des espaces. Ici, vous devez être capable d'identifier les villes principales de Belgique. C'est le cas de Namur, Liège, Arlon, Mons, Bruxelles ou encore Anvers et Gand en Flandre. Sur cette carte, vous devez être aussi capable d'identifier les principaux cours d'eau en Belgique, par exemple la Meuse ou la Sambre. À nouveau, sur cette même carte, il y a une autre chose que vous devez savoir faire, c'est localiser les différents pays voisins de la Belgique, ce qu'on appelle les pays limitrophes. Alors, on retrouve au nord les Pays-Bas, à l'est l'Allemagne et puis plus au sud, le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Allez, changeons de carte maintenant, prenons une carte du monde. Sur cette carte, vous allez devoir identifier les océans et les continents. Bon, pour les continents, il y en a 6 à connaître. L'Europe évidemment, mais aussi l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et un qu'on a tendance à oublier, l'Antarctique. En ce qui concerne les océans, il y en a 3 principaux à retenir. L'océan Atlantique qui ne se trouve pas trop loin de chez nous, mais aussi l'océan Pacifique et l'océan Indien. Lire un paysage, ça consiste à identifier les différents éléments dominants, c'est ce qu'on appelle les composantes du paysage. Elles peuvent être soit naturelles, c'est le cas des prairies, des bois ou des cours d'eau, ou alors humaines, comme les bâtiments, les routes ou encore les lignes électriques. Mais encore? Attends, tu sais quoi? Je vais te montrer. Regardez. Sur mon premier exemple, on peut identifier tout un tas d'éléments humains, tout un tas de composantes d'origine humaine. Et ça, c'est parce que c'est une photo d'une ville. C'est ce qu'on appelle un paysage urbain. Par contre, si je change de photo, ici, je me trouve dans ce qu'on appelle un paysage rural. Parce qu'on est à la campagne et donc on a beaucoup plus d'éléments d'origine naturelle. Vous devez aussi comprendre la notion de milieu naturel. Ce sont par exemple les montagnes, les cours d'eau ou encore les forêts ou même les déserts qui n'ont pas été modifiés par l'homme. En fait, ça va de pair avec l'organisation de l'espace. On peut avoir des espaces qu'on appelle très humanisés avec beaucoup d'éléments qui ont été construits par l'homme. C'est le cas des bâtiments, des routes ou des lignes électriques dont on a parlé tout à l'heure. Le parfait exemple, ce sont les villes comme Bruxelles. Ou alors il y a également les espaces qui sont dits peu humanisés avec peu d'éléments construits par l'homme. C'est le cas des rivières, des montagnes ou encore des forêts. Allez, regardez ce premier paysage, ça c'est ce qu'on appelle un paysage très humanisé. Et maintenant, si je change et que j'ai celui-ci, eh bien ça, c'est un paysage qui est dit peu humanisé.